vous et d'échanger sur des problématiques qui vous sont propres. Je suis sociale de Croisy aussi sur l'accueil des migrants et puis aussi la politique de la ville. On fête en ce moment les 40 ans de la politique de la ville. La politique de la ville, elle est ancrée depuis aussi longtemps à Randstad. Et nous, les centres sociaux, c'est vrai que c'est un petit peu notre thème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de discours, de concertations, je dirais, de rapports sur la politique de la ville et qui persistent, de mon point de vue, à faire l'impasse sur la plupart des habitants qui sont les premiers acteurs dans les quartiers. Voilà, donc c'est un petit peu ces choses-là dont on aimerait débattre avec vous. Donc, pour la soirée, donc, quelques questions à Daniel Carrel, posées par Daniel Farapro et puis Thierry Collomb. Et puis ensuite, Daniel Carrel interviendra à un moment, et ensuite, vous aurez l'occasion de débattre, de poser vos questions et de poursuivre le débat avec nos invités. Je dois dire quand même que le temps est relativement compté, donc on va essayer de faire au mieux. Et donc, Rémi, directeur du centre social de Croisy, votre nom de famille. Voilà. Rémi de Croisy. Rémi de Croisy. L'accueil, c'est comment ça se dit? Daniel, à toi. Oui, eh bien, bonjour les centres sociaux. Donc, vous allez voir que pendant ces 4 jours, on va vivre quand même des moments extraordinaires, avec plein de temps forts. Et ce soir, c'en est un parmi d'autres, mais non le moins. Alors, il faut que vous mesuriez la chance que l'on a, que vous avez d'avoir ce soir un échange avec Damien Carrel. Ça arrive quand même pas souvent dans la vie. Donc, c'est vraiment chouette de l'accueillir parmi vous. Damien Carrel, on ne le présente plus. On l'écoute, on partage ou pas, et de toute façon, on en débat. Alors vous, Damien Carrel, je ne sais pas la chance, si vous mesurez la chance que vous avez d'avoir devant vous le réseau des centres sociaux de France, 1200 centres sociaux, représentés par leurs bénévoles, les usagers, les salariés, les élus. Dans la vie d'un élu, c'est quand même un événement complètement inédit. Merci de nous accueillir parce que finalement, vous êtes chez vous et nous, on est chez vous. Donc vous êtes l'accueilli accueillant. Et accueillant à 35, ça a du sens. Alors on avait beaucoup insisté pour que cette première journée se déroule sans 35. Vous allez comprendre pourquoi. Ça aurait eu du sens ailleurs aussi, mais là il y a quand même un sens particulier que l'événement, le rassemblement fédéral des centres sociaux se passe sur 35. Alors on va vous poser 3 questions, à partir desquelles vous allez nous dire votre sensibilité, vos actions, votre militantisme. La première question elle est toute simple. Damien Carrel, vous avez devant vous les représentants du réseau des centres sociaux. Ça ne laisse pas indifférent des gens comme ça, ça vous fait réagir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ça, ce sera la première question. Et elle n'a d'intérêt que dans la mesure où elle offre les 2 autres questions qui seront posées par l'excellent Thierry Collomb, qui est le directeur délégué fédéral et qui enchaîne sur les 2 autres questions. Donc on fait les 3 premières questions d'un coup, enfin les 3 questions. Ensuite, Damien Carrel pourra réagir à partir de ça de façon globale, sans qu'on ait à l'interrompre. Et il y aura ensuite un échange, un débat avec la salle. Je remercie l'excellent Daniel Farapro. Première question, deuxième, puisque Damien en a posé une. Alors, vous l'attendez certainement. Hein. La question des migrants est une question qui nous semble centrale aujourd'hui dans l'actualité nationale. Vous êtes un acteur important de cette question-là, puisque vous avez pris des positions, vous avez fait des choses. Il me semble important de vous entendre, d'échanger avec vous. Peut-être, pourquoi pas, quel peut être le rôle d'un centre social ou des centres sociaux dans notre département, dans notre région et en France sur cette question-là. C'est pour ça également qu'on a demandé à Rémi, le directeur du centre social de Croisy dans le Pas-de-Calais, d'être présent et d'apporter un témoignage. Première question, autour des migrants. Et la deuxième question, Michel Brulin a un peu évoqué tout à l'heure, le président de la Fédération Pas-de-Calais,
ce qu'était Grande-Synthe au niveau de la politique de la ville. On est dans une terre historique de la politique de la ville, puisque le précédent maire a impulsé des choses avec, on en a parlé, avec M. Duvenou, autour du développement social des quartiers. Vous avez poursuivi également ce travail-là avec une position et une place particulière de mettre en œuvre, de mettre en action la politique de la ville sur votre territoire. Donc, ça me semble intéressant de vous entendre dans un moment où la politique de la ville a été centrale également dans le débat, avec un enterrement de première classe du rapport Corlo. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à dire pour être la politique de la ville, ce qu'elle est pour vous sur votre territoire, et qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans notre pays actuellement sur ce sujet-là. Voilà, donc les 3 questions, et vous avez open bar. Il ne faut pas me dire ça, sinon on est là pour un moment. Surtout que vos questions sont très basses. D'abord, je suis très heureux de vous accueillir ici à Grande-Synthe. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Et à double titre, parce qu'effectivement, c'est un événement important. Je crois qu'en tant que maire, c'est la première fois qu'on a un événement aussi important avec surtout des bénévoles, des gens qui font un peu le même métier qu'un maire, en fait, qui mettent leur temps au service des autres dans leur vie, et qui font en sorte que les gens travaillent ensemble et bâtissent ensemble, construisent des projets ensemble. Et ça, c'est fondamental, et c'est un peu la raison pour laquelle je suis heureux de vous accueillir. Et puis, de formation, j'ai passé un DUT d'animation socio-culturelle, et donc les centres sociaux, les MJC, ces mouvements d'éducation populaire, je les ai côtoyés de près pendant des années. D'abord, quand j'étais gamin ici à Grande-Synthe. Alors, historiquement, à Grande-Synthe, il y avait un centre social, c'était le seul équipement social de la ville. C'était au début des années 60, en 63, je crois, il a ouvert le centre social de Grande-Synthe. Et puis après, on a eu les MJC, on a eu un club de la Grange, le centre social avait disparu, puis il y a eu des maisons de quartier. Enfin bref, ça a vécu à travers le temps pour essayer à chaque fois de s'adapter aux conditions sociales de la commune. Donc voilà pour comment je peux exprimer le fait d'être content de vous accueillir, et que ça a du sens. Michel Baudin, je crois tout à l'heure, dans son discours d'introduction, le disait, c'est un mouvement d'éducation populaire, et Dieu sait qu'on a besoin d'éducation populaire aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier. Je reviendrai dans mes propos tout à l'heure, ça rejoindra celle sur l'accueil des migrants. Je fais le lien tout de suite avec la politique de la ville. Oui, on est une ville historique de la politique de la ville. Les premières procédures habitat vie sociale ont démarré aussi ici à Grande-Synthe en 78. Ça avait consisté en une chose, cette opération habitat vie sociale en 78, c'était de faire une chambre insonorisée dans les bars d'HLM pour que les travailleurs postés du Nord à côté puissent dormir le jour parce que ça n'avait pas été prévu dans la conception des logements, et comme ça avait été un urbanisme très rapide, parce que cette ville est une ville champignon qui est née pour les besoins de l'industrie en 1960, on avait fait des bars d'HLM, donc on retrouvait encore des traces pas très loin d'ici. Un urbanisme, ce qu'on appelle en chemin de grue, on mettait une grue sur des rails, on construisait en avançant la grue, donc on a des grands bars le long de ces rails parallèles, et puis on a des rails perpendiculaires, des HLM perpendiculaires, parce que le bras de la grue allait plus loin, et c'est comme ça qu'une partie de cette ville s'est construite à la hâte pour héberger tous ces ouvriers qui venaient. Tous ces ouvriers qui venaient, d'ailleurs, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas suffisamment de main-d'œuvre en France, donc on allait la chercher ailleurs. On allait chercher des Polonais qui étaient passés par les mines du Nord-Pas-de-Calais, qui commençaient à fermer, donc du coup, ils sont venus ici à Grande-Synthe, et puis on est allé en Espagne, on est allé en Italie, on est allé au Portugal chercher des personnes, puis on est allé chercher d'autres personnes au Maghreb, en Algérie et au Maroc. Et cette ville, en fait, dès sa naissance, c'était un petit village au préalable, c'est déjà devenu une ville multiculturelle. Et ce qui fait sa richesse aussi. Et le fait que ce soit une ville ouvrière, donc il n'y avait pas beaucoup de différences sociales dans la population. On était pratiquement tous des ouvriers, il y avait quelques cadres avec un lotissement des ingénieurs d'Usinor, et puis il y avait un deuxième lotissement des cadres d'EDF sur un autre lieu de la ville, à un autre endroit de la ville. Et en fait, c'était une population assez homogène dans sa constitution, des ouvriers en fait, de l'usine. Et donc, nous, les enfants, on jouait ensemble. Nos pères se côtoyaient à l'usine, faisaient les postes. Et d'ailleurs, on n'avait pas le droit de jouer chez nous ou dans les cages d'escalier parce qu'il y avait des travailleurs postés à tous les étages. Et on a été priés d'aller jouer dehors. Puis à cette époque-là, ce n'était pas organisé, il n'y avait pas d'animateur, mais on s'organisait nous-mêmes pour faire des tournois de foot d'un quartier à l'autre. Et c'est comme ça qu'en fait,
On a appris l'échange avec les autres et les rencontres de culture et la richesse de ces rencontres. Donc, Habitat Bisocial en 1978, Michel l'a évoqué tout à l'heure, développement social des quartiers avec la Commission nationale du Bedou en 1982, puis ça a été toutes les autres politiques de la ville qui se sont succédées jusqu'à encore aujourd'hui. La politique de la ville avec retourner à l'agglomération, ça c'est, je mets un bémol là-dessus, et l'Agence nationale de renouvellement urbain pour travailler à changer justement cet urbanisme en chemin de grue. Chez nous, ça a été extrêmement utile. Et là encore, juste derrière, on en a une opération qui l'illustre bien. Et je trouve scandaleux ce qui vient de se passer et la manière dont le président de la République a rejeté le rapport Borloo, qui a réuni énormément d'acteurs pour faire son rapport. On a l'habitude, enfin, il y a beaucoup de critiques sur la politique de la ville. Certes, elle n'a rien résolu. Enfin, elle n'a rien résolu. Elle n'a pas tout résolu, pardon. Mais elle a changé beaucoup du quotidien de nombreux habitants dans les quartiers les plus difficiles dans notre pays. Et j'ai présidé l'association des maires des villes et banlieues où on retrouve toutes les villes de la région parisienne dont vous entendez régulièrement parler, Clichy, Montfermeil et tous les autres, Régny et autres. Mais il y avait aussi des villes de la banlieue lyonnaise, Vaux-en-Velin, vous connaissez bien. Il y avait des villes de la région du Mans, avec la Allonne, par exemple, de la Bordeaux, de la région de Marseille, de la région de Toulon, avec la Seine-sur-Mer. Bref, toutes ces villes qui ont les mêmes caractéristiques que les nôtres. On a créé une association il y a 30 ans maintenant, des maires des villes et banlieues. Et on a participé activement à ce rapport avec d'autres acteurs de la politique de la ville. Et ce qui était énoncé dans ce rapport, c'était le minimum de ce qu'on devait faire. Mais depuis très longtemps en France, ce n'est plus l'intérêt des habitants qui compte. C'est le déficit des comptes publics. Et à partir de là, quand le rapport Borloo, grosso modo, la conclusion, c'est qu'il faut 48 milliards d'euros sur les 5 premières années, et sur les 5 prochaines années, 10 milliards d'euros par an. On peut les trouver, hein. Nous on a des idées pour dire, il y a des endroits où vous pouvez trouver ces milliards-là, notamment en arrêtant de faire des cadeaux improductifs aux populations les plus nantis. Donc voilà, je trouve que ce rapport Borloo avait été fait en pleine concertation, il avait mis du temps. Le président savait très bien, en confiant à Jean-Louis Borloo, ce qui allait sortir de ce rapport-là. Il ne peut pas se permettre de dire, quand il lit le rapport, c'est une solution qui date d'avant ma naissance. Enfin, c'est mépriser les 6 millions d'habitants concernés par les préconisations qui étaient demandées dans ce rapport-là. Donc voilà, moi, politiquement, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce gouvernement, pour toutes les raisons de la politique de la ville, mais aussi pour ce qui est fait ou pas fait justement envers les plus pauvres, et je ne vais pas rajouter la fin de l'APL, les retraites, la CSG sur les retraites, enfin bref, il y a tout. Et ça touche toujours les plus défavorisés ou les moins nantis de la population en France. Et aujourd'hui, la coupe est pleine. Moi, j'estime que la coupe est pleine. Autre politique, pour revenir à la troisième question, celle de l'accueil. Il n'y a pas de crise des migrations. Il y a toujours eu des migrations. Hier, j'étais en intervention devant un organisme, le PUCA, un organisme qui s'occupe d'urbanisme, enfin un organisme qui s'occupe d'urbanisme auprès du ministère du Logement et de l'écologie. Et il y avait justement comment accueillir en France. Et voilà, c'est un débat qui est permanent depuis des mois. Et les statistiques, donc c'était au musée de l'immigration à Paris. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter parce qu'il est extrêmement intéressant, riche d'enseignements sur l'histoire des migrations à travers le temps. Et vous verrez qu'on vit quelque chose depuis toujours. On a peut-être eu un moment où ils sont arrivés de manière plus nombreuse parce qu'il y a eu le conflit en Syrie, mais cette arrivée de migrants sur notre territoire, elle est historique depuis bien longtemps. Et donc, ce n'est pas une crise de la migration, c'est une crise de l'accueil. Ce que je sors toujours en illustration, c'est on parle des problèmes des migrants en France. Comment les médias parlent des problèmes des migrants en France? Ils vont à Calais faire des images, ils vont à Ouistreham faire des images, ils vont à Paris, sous les ponts, ces dernières semaines, faire des images, ils viennent partout à Grande-Synthe faire des images, c'est-à-dire partout, là où l'accueil n'est pas organisé, là où l'État refuse de mettre en œuvre des solutions. Et donc, on va se servir de ces lieux où vivent dans l'indécence totale un certain nombre de personnes qui fuient leur pays. Moi, je m'en fous. Enfin, je n'ai pas à demander à une personne pourquoi elle fuit son pays. Il n'y a aucune personne qui fuit son pays par plaisir.
vous comme moi, on ne partirait pas de chez nous parce qu'on a envie de partir. On part parce qu'on est poussé dehors, on ne quitte pas sa famille, on ne quitte pas son climat, on ne quitte pas sa culture, on ne quitte pas ses biens, on ne quitte pas ses amis, son quotidien par plaisir. S'ils le font, ils ont une bonne raison de le faire. Même si elle est économique, c'est une raison de le faire. Moi, si je n'arrivais pas dans mon pays à gagner ma vie pour nourrir ma femme, mes enfants, je quitterais mon pays pour aller chercher à nourrir ma femme et mes enfants ailleurs. Et qu'ils viennent chez nous en Europe, c'est normal. On est la plus grosse, la première puissance économique mondiale. Et puis, dans notre pays, dans notre continent, sur notre continent, il n'y a pas de guerre, c'est la liberté, c'est plein de choses. Eh bien oui, on est attractif. Eh bien c'est bien qu'on soit attractif. Il faut s'en enorgueillir plutôt que d'avoir peur de cette attractivité de notre territoire. Donc on a une vraie crise de l'accueil. On n'a pas su gérer cet accueil-là. Et ça fait bien longtemps. Et les gouvernants ont des responsabilités énormes. Gouvernants qui se sont succédés, droite, gauche, peu importe l'origine, c'est pas le problème. Parce que les alertes ont été données par les spécialistes des migrations et des observateurs depuis des années, notamment européens. Ils savaient qu'il y allait avoir cette arrivée importante en 2015, qui allait en fait faire ce déclenchement de cette crise migratoire telle qu'on en parle aujourd'hui. Et on n'a pas anticipé. Les gouvernants ont refusé de le prendre en compte et donc n'ont pas anticipé l'accueil. Aujourd'hui, on court sur la création de places pour essayer de pallier justement, comme hier à Paris, il y a 1100 personnes qui sont comme ça sous les ponts, on va faire une mise à l'abri et on essaie de libérer des places partout. Et puis, comme les places, les gens restent dans ces places-là, il faut encore en ouvrir derrière. Et on n'a pas tout ce qu'il y a, l'aval après, qui est nécessaire pour libérer ces places et donc pour avoir une vraie politique d'inclusion, d'accompagnement social, d'accompagnement sur la formation, d'accompagnement sur le droit, d'accompagnement sur l'insertion professionnelle de toutes ces personnes qui occupent finalement des places en attendant que la situation administrative évolue. Et donc, on est dans une impasse pendant des mois et des mois. Et ce qui fait que, à Paris, ça met des mois avant d'organiser une mise à l'abri, que chez moi, ça met des semaines avant d'organiser une mise à l'abri, qu'à Calais, il n'y en a même pas d'organisé. À Calais, on a choisi d'invisibiliser les migrants en détruisant leur campement. Comme ça, ils sont 1000 à Calais, plus de 1000, même les associations nous disent. Mais il n'y a pas de grand campement, on ne les voit pas parce que la police arrive et détruit à chaque fois. Donc ils sont 10 par là, 10 par là, 10 dans une maison, parce qu'il y a les citoyens qui s'investissent énormément. Et donc il y a un accueil citoyen qui est énorme, mais il ne faut pas se leurrer, il y a encore du monde aujourd'hui à Calais. Donc le gouvernement français, les gouvernements successifs ont failli, même si aujourd'hui, malgré les bagarres que j'ai menées avec Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur, je veux dire aujourd'hui, je le regrette. Parce que Collomb est un infâme ministre de l'Intérieur. Mais vraiment, je l'ai vu pendant 3 quarts d'heure dans son bureau en septembre dernier, et heureusement avec moi, il y avait mon directeur de cabinet, mon directeur des services. Quand on est sorti de là, la presse m'attendait pour avoir une interview, j'ai demandé à la presse d'attendre, et on est allé débriefer dans le café qui est à côté pour être sûr de ce qu'on avait entendu tous les trois. Mais c'est incroyable. Si j'avais enregistré ce que le ministre de l'Intérieur nous a dit, il sautait dans les 10 minutes. Il est raciste, il est fasciste. Mais c'est pas une vue de l'esprit, c'est des mots qu'il emploie. Les réfugiés sont des musulmans qui viennent retourner la tête de nos jeunes dans les quartiers. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Quand vous avez affaire à un homme comme ça, moi, au bout de 3 quarts d'heure, je suis parti, on s'est engueulé pratiquement. C'est la première fois. S'engueuler quand on est maire avec un ministre de l'Intérieur, c'est pas évident. Mais je ne pouvais plus, parce qu'à l'époque, j'étais allé voir pour qu'on trouve une solution pour rendre ça. Moi, je suis prêt à faire des choses, je suis prêt à accompagner l'État avec les associations pour qu'on fasse quelque chose de digne en accueil avec les populations. Mais il ne m'a jamais parlé d'accueil. Dans les 3 quarts d'heure, il ne m'a parlé que répression. Il m'a parlé que Dublin. Il m'a parlé que renvoyer, faire des accords avec les pays sûrs. Il m'a parlé que de négocier avec la Libye. À l'époque, c'était avant le scandale qui est paru par le CBS. Il m'a parlé de passer un accord avec la Libye, mais je lui ai dit, mais vous avez déjà discuté avec des réfugiés qui sont passés par la Libye? Vous avez déjà interrogé ces gens-là? Non, ils ne les interrogent pas. Même ses proches au ministère ne les interrogent pas. Moi, j'en avais vu, j'en avais rencontré des gens qui avaient subi l'esclavagisme pratiquement en Libye ou des viols pour les femmes qui passaient en Libye. Et on ne peut pas négocier avec un pays qui fait ça. Pas plus qu'on peut négocier avec la Turquie aujourd'hui pour qu'ils les gardent dans leur pays. Donc moi, à partir de là, je suis en colère avec le ministre de l'Intérieur. Et comme il n'y avait pas de solution d'accueil, mais que de la solution répressive qu'il me préconisait, du coup, on est parti et puis on essaie de trouver des solutions nous-mêmes. Alors, c'est pas facile parce que c'est une compétence de l'État. Et donc, je prends des responsabilités. Et d'ailleurs, j'ai eu le maire de Grenoble hier soir au téléphone. Il a fait un geste hier et je vais l'accompagner. On va demander
à être inculpés pour délit de solidarité, parce que comme Cédric Leroux, on aide aussi des réfugiés quelque part sur notre territoire, même s'ils sont en situation irrégulière. Je pense qu'il faut qu'il y ait dans notre pays des choses qui bougent. La loi asile-immigration qui vient d'être votée, elle est infernale. Elle est infernale. Je ne sais pas d'ailleurs si elle sera applicable. Tellement, enfermer les gens 130 jours maximum en centre de rétention administrative, je ne sais même pas comment l'État va faire parce qu'il n'a pas les places. Et que déjà tout est surpeuplé, donc je ne sais pas où il va les mettre. Il va être condamné parce qu'au bout de 48 heures, quand il y a quelqu'un qui est passé en CRA, il y a des procédures et des machins, il y a, je crois que c'est 6 personnes sur 10 qui ressortent de ces CRA dans les 48 heures. Et puis, renvoyer dans le pays, c'est une vue de l'esprit. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu les sujets, mais il ne suffit pas de décider de renvoyer quelqu'un dans son pays. Pour renvoyer quelqu'un dans son pays, il faut l'accord du pays dans lequel on va le renvoyer. Et les gars, les pays, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que les gens reviennent puisqu'ils ont fui leur pays. Donc la majorité des gens, ils ne repartent pas. Donc comme on ne peut pas les renvoyer et qu'on ne veut pas les absorber, on fait des sans-papiers. On laisse les gens à la rue, qui doivent se démerder eux-mêmes, et on fait des clandestins entre guillemets, de ces personnes qu'on ne va pas aider. Voilà, c'est comment je veux dire, le côté de cette loi abjecte, c'est qu'on a l'impression qu'on va combattre les idées du Front National, parce que c'est un peu ça qu'il a voulu faire Colomb, mais en utilisant les armes du Front National. Mais le Front National a voté la loi, parce que c'est ce qu'il demandait. Donc on ne se bat pas en faisant cette loi contre le Front National, on met en œuvre ce que le Front National demande. Et donc ce n'est pas la bonne méthode politique, parce qu'un jour les gens ils vont nous dire, finalement on peut refaire l'original à la copie, et que donc voilà, c'est en train de monter dans ce pays, inexorablement, scrutin après scrutin, c'est extrêmement inquiétant, et dans le Pas-de-Calais particulièrement, quand vous regardez les dernières élections présidentielles, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. Donc il faut qu'on ait un autre regard sur cela. Et pourquoi les centres sociaux peuvent nous aider? Nous les élus, on essaye, c'est pas simple. Je suis en train de faire le Tour de France, je vais bientôt à Lyon, à Villeurbanne, à Grenoble, justement, à Briançon. Je vais aussi aller à l'international. Je suis invité par le maire de Palerme et celui de Rome pour qu'on regarde aussi comment travailler à l'échelle européenne sur un réseau d'élus pour essayer de faire bouger les choses au niveau européen, parce que ce problème va se résoudre, peut se résoudre aussi à l'échelle européenne. 0,2% de la population de l'Europe qui arrive, le tsunami de la migration. On nous dit c'est des vagues de migration qui arrivent, 0,2% de la population européenne. Ça permet aussi de remettre les choses à leur juste niveau. Donc on bouge, on essaie de bouger, c'est pas facile parce qu'il faut que les élus sortent un peu de leur quotidien et de leur confort pour imposer cette idée, pour faire passer cette idée auprès de la population. Et on a besoin là de tous les acteurs de la société civile et des acteurs dont vous êtes les centres sociaux, parce que vous vous apportez un éclairage sur le monde, parce que vous avez une relation particulière avec les habitants. On l'a vu tout à l'heure, ce qui a été le défilé qui est là tout à l'heure, montre bien que, qu'est-ce qu'on vise en fait? L'inclusion de tous. Et cette inclusion, elle doit exclure personne, justement. Et donc, comment on peut parler de ce rapport aux migrants qui sont là et qui arrivent dans notre pays aujourd'hui? Simplement en faisant de la pédagogie, en profitant du moment où les gens sont avec vous pour leur expliquer les choses. Et il y a des choses très simples. Vous allez sur n'importe quel site de la CIMAD, de Migre Europe ou d'autres, et vous avez ces chiffres. Ils sont très clairs. Moi, il y a des chiffres que je prends parce qu'à chaque fois, ils sont surprenants. On dit en France, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. En Suède, ils accueillent un réfugié pour 101 habitants. En Allemagne, ils accueillent un réfugié pour 141 habitants. En France, on accueille un réfugié pour 1340 habitants. Quand vous dites ça, vous voyez bien que on n'accueille pas toute la misère du monde. 59% des réfugiés sont accueillis dans les 6 pays les plus pauvres du monde. Parce que les gens, quand ils migrent, généralement, ils restent à côté de chez eux. Pourquoi? Parce que dès que ça va mieux, ils veulent retourner chez eux. Et donc, ils ne restent pas trop loin. Il n'y a qu'à voir la Syrie. Le Liban accueille aujourd'hui, je crois que c'est 2 millions de réfugiés juste à côté de la Syrie. Et donc, on a une partie infime. Et ça, il faut le dire aux gens, parce qu'on l'entend peu à la télévision, on l'entend peu dans les médias, on va peu voir des centres d'accueil qui fonctionnent. On a vu Croisy à la télé quand il y a eu des manifestations avant qu'il ouvre. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez reçu le CRO de Croisy, ait reçu des caméras, des reportages, des choses comme ça, quand il a ouvert, et que les choses se passaient bien. C'est pas facile. On a eu Macron. Ah oui, ils ont eu Macron. Moi, il n'est pas venu chez moi. Il est venu à Calais. Il n'est pas venu chez moi.
parce qu'on aura entendu un autre discours. Mais voilà, hormis la visite présidentielle pour se faire mousser, on ne voit pas dans les médias des solutions qui fonctionnent. Et moi, je peux vous dire que, parce que c'est ce que je fais ici ce soir pour témoigner pour vous, je le fais depuis un an, à peu près une fois par semaine, partout en France. Et je vois partout des maires, des villes qui ont accueilli, et des petits villages de 1000 habitants, comme des villes de 200 000 habitants, qui ont accueilli, c'est organisé par l'État, avec la ville, avec les associations et avec la société, et tout ça se passe merveilleusement bien. Donc c'est là où vous avez un rôle à jouer, en accompagnant les élus, en faisant passer cette idée-là, et en disant que personne ne vient prendre le pain de personne, et on n'oppose pas les SDF aux migrants, c'est pas l'objet. Dans ma rue, je peux aider les migrants parce que j'ai pas de SDF. Mais il y a plein de villes qui se battent aussi pour éviter qu'il y ait des sans domicile fixe dans leur commune et qui essaient de trouver des solutions. Et les solutions qu'on trouve pour les uns, elles vont aussi fonctionner pour les autres. Voilà, maintenant après on va entendre des débats, en introduction, je pense. Ok, bah justement, vous avez relancé vers la classe des centres sociaux et on a un peu parlé, on a commencé à parler des centres d'accueil. Justement, donc Rémi était un des premiers centres d'accueil suite au démantèlement de Calais. Peut-être intéressant au-delà de où vous en êtes aujourd'hui, c'est de dire également qu'est-ce qui s'est passé ça me semble intéressant de dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a appris que les jeunes arrivaient chez nous. Bonsoir. Donc Croisy, pour résumer, c'est le sud de l'Arras, c'est le Pas-de-Calais. C'est entre Lille et Paris pour faire très vague. Deux particularités à Croisy, c'est une petite commune en milieu rural, il y a 1200 habitants seulement. Donc déjà avoir un centre social à Croisy, c'est sûrement une originalité. Je ne sais pas si on est le plus petit centre de France, mais peut-être. Et en plus d'avoir un centre d'accueil, donc suite au démantèlement d'Agence de Calais. Donc le contexte en fait de l'ouverture du centre, c'est la décision gouvernementale de Calais et de la préfecture de chercher une commune ou plusieurs communes susceptibles d'accueillir des migrants, puisqu'à l'époque c'était des migrants en tout cas pour ceux qui concernent Croisy. Donc tout ça se fait très vite, très rapidement. Le maire de Croisy est contacté, a priori il n'est pas contre cette proposition, sans trop mesurer un peu là où il met les pieds, même s'il n'a absolument aucun regret aujourd'hui. Donc le contexte, c'est le conseil municipal se réunit pour en parler. Entre le début d'après-midi où le conseil municipal est convoqué et la soirée où c'est la réunion, il y a des fuites. Donc il y a déjà une première manifestation qui s'organise devant la mairie le premier soir. C'est le lancement de la petite révolte de Croisy, puisqu'à partir du lendemain, tous les jours devant la mairie à 17h, une manifestation est organisée, avec en renfort notamment le groupe identitaire de Lille, le FN des Ingoumous, et puis les banderoles toutes prêtes, hein, on n'attendait que le top départ, puisque il y avait déjà un logo Croisy sans migrants, le Nord-Pas-de-Calais après les Hauts-de-France sans migrants, tout était déjà plus ou moins prêt, et on n'attendait qu'une annonce pour venir se lâcher. Donc nous, au niveau du centre social, on se retrouve avec une manifestation, les premiers jours, on va dire, avec 200 personnes qui font énormément de bruit. Et on va dire pour une petite moitié, nos habitants, nos usagers, nos adhérents, c'est-à-dire les personnes qui viennent au centre social tous les jours ou presque, plus certains des administrateurs. Donc vous arrivez à savoir, il y a quelqu'un qui a dit putain, c'est exactement. Donc voilà pour le contexte, manif tous les jours, les enfants sont placés sur le carrefour pour arrêter les voitures, faire signer des pétitions, et on leur dit qu'on y va en famille, et que si on peut se monter le bourrichon, c'est encore mieux. Donc on vit à peu près une semaine comme ça. Une réunion publique est organisée par le maire, donc c'est cette réunion qui est passée, qui a les honneurs du journal de 20h de TF1, le QGA, même le curé s'en est pris à la tête. Le maire n'en parle pas, et là vraiment une situation très tendue, avec des mots qu'on pensait plus entendre en France et que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont dû beaucoup entendre il y a quelques années. Donc on est confronté à ça. Un peu l'ambiance 1942, l'occupation, les menaces, éventuellement même les dénonciations. Nous, on avait des gens qu'on voyait tous les jours au centre social qui venaient nous dire si on en voit un ici, on fera en sorte qu'il n'y ait plus personne qui vienne, des choses comme ça.
Donc la réunion publique se tient, les réfugiés arrivent le lundi suivant, donc ça c'est un jeudi. Et moi, entre autres, je garde en tête le fameux putain, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Puisqu'on a quand même une bonne partie de notre population qui est sur les manifs, en tout cas qui se manifeste avec violence. Donc comment gérer? Donc ce qu'on décide, ce que je décide, parce que je me retrouve un peu seul à ce moment-là, parce qu'il y avait les élus d'un côté, on est centre municipal, mais je voulais qu'on soit vraiment démarqué des élus, que tout ne soit pas mélangé, que les personnes qui étaient un peu dans le doute, un peu dans la peur, on puisse au moins communiquer, au moins se parler, essayer de se comprendre, et puis faire évoluer des choses si possible. Donc les réfugiés arrivent le lundi, et les manifestations s'arrêtent. Donc je pense qu'il y a eu plus ou moins des consignes pour éviter tout débordement. Je rappelle que ça se passe pendant la campagne, enfin début de campagne des présidentielles, quand même pas un détail. Et donc les réfugiés arrivent avec la consigne de ne pas sortir du centre au moins les premiers jours. Donc quelques habitants les accueillent. Moi je ne profite pas, je ne vais pas les accueillir. J'y vais 2 heures après quand les manifestants sont partis, parce qu'en tant que directeur, on est censé parler à tout le monde, écouter tout le monde, donc un peu délicat. Tous les jours, je passe voir les réfugiés, et puis je vois qu'il y a quand même pas mal de bénévoles qui sont mobilisés. En fait, il y a eu un appel qui a été lancé pour un peu contrebalancer tous les gens qui s'agitaient, et je me suis retrouvé au centre d'accueil avec une centaine de personnes volontaires pour accompagner. Donc on est un peu rassuré. On laisse passer 2-3 semaines, tout en faisant connaissance avec les gars, qui ne parlaient pas français, il y en avait qu'un ou deux qui parlaient français à l'époque. Et on commence à mettre en place des activités supplémentaires au centre social, c'est-à-dire ne pas faire venir les migrants dans les activités qui existent déjà, mais en créer de nouvelles où les gens qui veulent faire leur connaissance sont les bienvenus. Donc on a mis en place des ateliers cuisine, des ateliers pour expliquer les symboles de la République, les fêtes de fin d'année, des choses comme ça. Donc en quelques semaines, il y a aussi le club de foot qui inaugure un terrain synthétique, qui invite Lilian Thuram, qui a entendu parler un peu de toute cette agitation, qui vient au nom de sa fondation contre le racisme. Donc le foot, c'est quand même un élément qui a permis un peu d'apaiser les choses. Il y a des contacts qui sont pris aussi avec l'harmonie municipale, donc il y a un concert qui est fait avec les réfugiés. Donc on arrive au fil des semaines à rassurer un peu la population et au moins éviter en arriver à attendre de voir. Donc ça se passe comme ça, et puis nous on commence à pas mal communiquer avec les gars, à les écouter, et puis le directeur du centre d'accueil nous propose d'essayer d'imaginer quelque chose pour garder une trace de ce qui est en train de se passer, parce que ça nous paraît un peu surprenant, surtout venant de là où on était parti. Et puis au final, on en arrive à l'idée au départ d'écrire un petit recueil pour raconter un peu leur parcours. Et puis au fil des entretiens, au fil des échanges avec eux, on s'aperçoit qu'il y a vraiment matière et on décide de se lancer dans un livre. Donc le livre, finalement, on l'a écrit pendant 3-4 mois. Donc il présente la vie au Soudan, puisque ce sont les Soudanais qui sont arrivés à Croisy. La vie au Soudan, pourquoi ils sont partis, la traversée, comment ça s'est passé. Ils sont tous quasiment partis de Libye. Donc en effet, le pays voisin dans lequel on s'est réfugié, la situation est en train de basculer aussi, donc on doit partir. C'est comme ça qu'on se retrouve en Europe. Je pense que sinon, ils seraient encore en Libye pour la plupart. Donc tout ce chemin de migration jusqu'à Paris, jusqu'à Calais, la vie dans la jungle de Calais, et puis l'arrivée à Croisy. Et les 2 derniers chapitres, c'est la vie au centre d'accueil de Croisy, et puis les perspectives telles qu'elles se posent au moment de la sortie du livre. Donc il est sorti le 1er mai 2017, au moment du festival du livre d'Arras, qui s'appelle Colère du présent. Donc au fil des mois, on arrive à avoir un peu toutes ces informations, mais on se dit que le livre, en fait, ne va séduire que les personnes qui sont déjà acquises à la cause. Donc, on décide d'inclure un 4 pages dans le journal du centre social, qui est distribué dans tous les foyers, pour qu'au moins il y ait un minimum d'informations qui aillent vers les gens, où on leur parle directement, notamment par une interview. On leur demande juste de prendre le temps de lire seul les 4 pages et de se questionner un peu. Donc voilà comment on arrive à sortir un livre avec 62 personnes, en fait.
entre les réfugiés, les bénévoles et puis les personnes qui ont aidé. Le livre a été créé à 62 personnes. En fait, j'ai fait que coordonner le livre. On le sort le 1er mai, on fait des conférences à Arras, on a invité à la fête de l'UMA au mois de septembre. Et après, il y a des centres sociaux qui nous invitent à venir parler du livre avec les usagers, parfois avec des jeunes, parfois avec des réfugiés aussi. Donc on a fait une petite tournée depuis le mois de décembre en particulier. Et là, c'était notre dernière date. Mais on est invité, on va en parler juste après, pas loin d'ici, dans quelques jours. Donc là, s'achève vraiment la phase de découverte du livre et de conversation avec les réfugiés. Parce qu'à chaque fois qu'on va présenter le livre, contrairement à ce qu'on peut faire ce soir, les gars viennent avec nous et peuvent expliquer directement aux personnes, puisque maintenant ils commencent à bien maîtriser le français. Donc voilà ce qu'a essayé de faire le centre social. Mais on en parlait un peu en aparté au début. Les Soudanais qui ont été accueillis à Croisy ont tous eu des papiers. Ils ont eu entre 6 mois et 1 an de vie au centre d'accueil, donc avec des habitants qui leur ouvrent les portes, avec pas mal de personnes qui gravitent autour d'eux. Et le temps qu'on a eu, c'est le détail qui change tout. En septembre dernier, le centre d'accueil d'orientation est devenu CAES, donc l'équivalent des situations. Et là, c'est tout à fait différent. Les habitants viennent à regretter nos Soudanais, qui finalement n'étaient pas si mal. Le souci qui se pose, c'est que maintenant, au moindre dérapage avec les gars qui sont accueillis aujourd'hui, on est attendu au tournant. Ce matin, on a eu un petit article dans La Voix du Nord qui aurait posé aucun problème si les faits supposés avaient été commis par quelqu'un de bien blanc et de bien d'ici. Seulement, c'est un réfugié, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Il était un peu bourré, il se serait un peu frotté à une jeune fille. Je conçois que ce soit grave. Mais depuis ce matin, de nouveau, on a un déferlement de haine sur les réseaux sociaux et on mesure bien que les gens n'attendent que ça. Et tout à l'heure, on a parlé de l'extrême droite. Le problème, c'est ça, pour tous ceux qui sont dans les centres sociaux, qu'est-ce qu'on fait de nos usagers? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est eux aussi qui votent à l'extrême droite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que pour l'instant, j'arrive pas trop à affronter, parce que l'extrême droite est dans les centres sociaux, elle est partout. La parole s'est libérée, elle s'est libérée au moment de la manif pour tous, elle se libère maintenant contre le racisme, elle s'est libérée la semaine dernière avec une vidéo du gars qui a monté quelques étages, et maintenant c'est un complot, maintenant je pense que vous avez lu aussi tout ce qui peut se dire. Donc que faire avec ça? Donc maintenant, on a l'impression de reculer, ça s'était super bien passé, les gars ont connu plein de monde, on a connu une super aventure, même s'il y a eu des moments très difficiles. L'écriture du livre est là aussi été difficile, parce qu'il a fallu, pour eux, dire des choses, même si chacun disait ce qu'il voulait. Dans le livre, il n'y a que ce que les gars voulaient dire, mais ça n'a pas été facile à entendre non plus. Donc pour les bénévoles qui ont travaillé avec eux, ça n'a pas été simple. Mais maintenant, on a l'impression de revenir un peu en arrière et de réaffronter les démons qu'on a connus il y a 1 an et demi. Ok, merci. Je voudrais peut-être passer la parole quelques minutes. Vous avez vu une exposition dans le web il est où Jean-Philippe, de Jean-Philippe Huguet qui a vécu avec les migrants à Calais et à Grande-Sainte, d'ailleurs, et qui en a fait un super reportage et aussi une belle expérience de vie pour lui. En quelques minutes, Jean-Philippe peut nous expliquer ce qui s'est passé. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Philippe Huguet, je suis photographe. Je travaille auprès des migrants, plutôt des exilés depuis maintenant 2016, puisque j'étais dans la Gêne encore une semaine avant le démantèlement. Et je travaille encore aussi sur la zone du Pitouk maintenant depuis 1 an, au plus proche des exilés, au plus proche de la communauté kurde irakienne qui était très présente à ce moment-là. Alors j'étais très interpellé par ce que vous disiez, monsieur le maire et monsieur, votre prénom, Rémi, on va dire Rémi. C'est vrai qu'au travers de ce qu'on peut voir sur le terrain, de cette tragédie humaine, de cette misère de masse, parce que moi j'ai travaillé aussi avec les gens de la rue qui étaient exclus, qui vivaient à la rue, et il y avait aussi ce phénomène d'indifférence et d'a priori, et qu'on retrouve quelque chose avec les migrants, où il y a une certaine forme d'hypocrisie aussi, on oppose la misère.
Les réseaux sociaux sont très, très, très violents. Je pense que M. Carrel en sait un rayon aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut mettre des photos terribles, ça interpelle les gens, et puis quelques temps après, ça disparaît. On sait qu'on est dans une société assez divisée sur la chose, désensibilisée, un peu plus pour le gouvernement, si je peux me permettre, parce que moi, je ne fais pas trop de politique, même, mais voilà, entre ce que je peux voir avec les choses qui ont changé depuis l'arrivée de M. Macron, etc., sur le terrain, c'est vraiment dramatique. Les gens sont vraiment en détresse psychologique. Ce que je vois aujourd'hui, je ne le voyais pas il y a 2 ans. Et quoi qu'il en soit, on ne pourra jamais retirer cette volonté qu'ils ont, en tout cas, pour aller rejoindre l'Angleterre. Et de montrer la misère au travers des photos. Si j'avais montré que des gens en grande détresse, je pense que les gens détourneraient le regard. Et si je montre que les sourires, les gens vont dire, mais tout compte fait, s'ils sourient, c'est que tout va bien pour eux. Mais sur le terrain, c'est totalement différent. La semaine dernière, j'avais des gens qui me disaient, on est affamés. Il faut s'imaginer, avoir faim, mais être affamé. Je pense que c'est encore terrible. Des tentes détruites, des tentes acérées. La situation sur 25 a toujours été compliquée, hein, mais partout. Hein. Je pense que pour un maire, c'est pas évident de voir ces choses-là non plus sur sa commune. Sur Calais, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'entre ce qu'on voit à la télé, ce qu'on peut faire voir en termes d'image, et quand on est sur le terrain, les choses sont totalement différentes. Et c'est vrai que si malheureusement ces gens qui sont là-haut avaient la possibilité d'aller rencontrer ces personnes sur le terrain, ben peut-être qu'ils changeraient peut-être leur façon de voir les choses. Et je pense que ces gens-là sont complètement déshumanisés et désensibilisés. Voilà. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu, d'aller voir cette exposition. J'ai pu accentuer sur des photos de grandes salles, puisque j'étais encore la semaine dernière. Et si éventuellement des centres sociaux de la région seraient intéressés, par exemple, pour mettre en œuvre cette expo ou un événement, ça sera avec grand plaisir que je viendrai vous présenter ces photos. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. On est très convaincus que le terme du programme est vous voulez aller au-delà de l'Empire-de-Calais que Jean-Philippe vienne. Voilà, on trouvera les moyens pour qu'il puisse également venir échanger avec vous. On va passer maintenant à un temps d'échange avec Damien, avec Rémi, mais si vous voulez également aussi interpeller Jean-Philippe, n'hésitez pas. Donc, moment compliqué. Denis qui se lève, il a entendu que le mot compliqué, c'est un code. On va vous demander, avec vos voisins, à 3 ou 4, etc., de réfléchir à une ou deux questions que vous voudriez poser alors, sur les migrants, à Rémi, à M. Carême, à la Fédération des centres sociaux, pourquoi pas, et également sur le sujet de la politique de la ville. Donc, pendant 7-8 minutes, vous notez avec vos voisins, 4-5, vous échangez, soit vous réagissez, soit vous posez une ou deux questions que vous avez envie de poser à nos invités, et voilà, on fera 7-8 minutes. Et ensuite, Denis, Sylvie, Patricia, je pense, et Caroline ramasseront les postes. Voilà, 7 minutes avec vos voisins, avec vos copains, vos copines, échanger. Et peut-être, est-ce que Hassan et Mohamed veulent venir? Donc à la rigueur, Hassan et Mohamed, qui sont des jeunes Soudanais, donc si vous avez également envie de poser des questions à Hassan et Mohamed, voilà, sur ce qu'ils ont vécu, n'hésitez pas, asseyez-vous.
Voilà. C'est bon? On va passer au premier question. Encore 2 minutes. Voilà, les 2 minutes, c'est bon. C'est bon, c'est un entend tout. Alors, on aurait pu également parler dans le Nord d'une expérience supplémentaire à Raoult, avec
des jeunes qui faut aller à la rencontre de migrants, jeunes irakiens, etc. Il faut échanger avec eux sur ce que ces jeunes ont vécu et ce que eux vivent au quotidien. Et ils ont fait une bande dessinée qui est dans l'accueil également. Donc ils sont très contents de rencontrer ces Karen, mais on est désolé de ne pas pouvoir plus de temps avec eux. Bonsoir, pendant que les collègues récupèrent le post-it et puis renvoient les questions. J'ai juste laissé traîner les oreilles de quelques personnes et je vais peut-être démarrer avec les premières questions. Une des questions que j'ai entendues qui s'adressait à M. Carême, c'était, et vous, M. Carême, dans votre ville, comment est-ce que vous faites pour communiquer avec les habitants? On imagine et on a cru comprendre un petit peu disait que vous aviez un mode de communication et comment est-ce que ça fonctionne du coup dans votre ville, votre dialogue, votre communication avec les habitants pour les sensibiliser, pour éviter les fake news, enfin pour éviter tout ce qui pourrait développer autour de ces questions-là, comme on a pu l'entendre dans le témoignage de Croisy. Peut-être pour Rémi, et je ne sais pas si vous avez été confronté à ça aussi, il y avait dans les centres sociaux, un groupe disait, on ne rencontre pas forcément des militants du Front National, par contre, on est bien souvent démunis face à des gens qui colportent des idées qu'ils ont entendues. Et ben, vous avez certainement été confronté à ça, et du coup, ben, c'est quoi les postures? Comment on fait face à ça? Il y a un enjeu, enfin, il y a un vrai risque d'être démuni face à ces postures-là, et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Et puis j'en ai entendu une autre qui était un peu plus globale, c'était une fédération, là, les 3-4 personnes qui étaient dans la même fédération, qui se disaient, mais finalement, ça nous interroge aussi au niveau de notre fédération, et comment on pourrait, à plusieurs, dans un département, dans une fédération, s'emparer de cette question-là, la travailler, quel pourrait être le rôle des fédérations aussi autour de ce travail-là pour les centres sociaux. Et enfin, j'ai laissé traîner mon oreille à côté d'un petit groupe de gens de Marseille et qui demande à M. Carême s'il veut bien se présenter à la mairie de Marseille en 2020. Mais voilà, ça c'était la petite chose. Marseille. Ah, mais je plaisante. En plus, j'ai un frangin qui habite là-bas. Donc, non, mais c'est une ville particulière. Hein. Enfin, quand on n'est pas de là-bas, c'est un peu compliqué quand même. On n'arrive pas à Marseille. Enfin bref. La communication avec les habitants. Et puis après, je vais répondre aussi à comment faire dans les fédérations pour aider. La communication. Moi, en fait, il y a des réfugiés des chercheurs de refuge, comme je les appelle, c'est parce que réfugiés, sinon, ils n'ont pas le statut, donc pas réfugiés, etc. Donc, les chercheurs de refuge arrivent à Grande-Synthe et ils sont arrivés vers 2004, les premiers, parce qu'on a une station-service le long de l'autoroute qui amène à Calais. Et donc, la nuit, ils embarquaient dans les camions et puis ils passaient à Calais et puis ils partaient en Angleterre comme ça. Donc, depuis 2004. Les associations sont tout de suite venues en aide pour voir s'ils avaient à manger, s'ils avaient des vêtements, etc. Donc, mais il restait 24 heures, 48 heures, c'est passé très très bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Puis en 2008, alors ils étaient des fois 5, des fois 30, mais voilà, c'était très fluctuant le nombre de personnes par jour. Et puis en 2008, il y avait un hiver très rigoureux, moins 15. Pour la première fois en 2008, il y avait des femmes et des enfants, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant, qui étaient arrivés, donc des enfants en très bas âge. Et là, les associations, c'était entre Noël et Nouvel An, j'étais en vacances, et j'ai une association qui m'appelle, qui me dit, Damien, il va y avoir quelqu'un va mourir, il faut faire quelque chose. Et donc là, moi, j'ai appelé mes services, on met une tente chauffée à disposition pour ces personnes-là, et on a passé l'hiver comme ça. Donc là, dès le lendemain, je me suis pris un courrier du sous-préfet qui me dit, vous allez faire un appel d'air, j'adore l'histoire de l'appel d'air, et vous allez créer enfin voilà, il y a des passeurs derrière, et c'est vrai, il y a des passeurs. Et il y a des passeurs, non pas parce qu'on organise un accueil, mais il y a des passeurs parce qu'on met des frontières, et parce qu'on met des gardes frontières, parce qu'on met des murs, des barbelés, et que les gens qui fuient leur pays, ils passent par des passeurs pour contourner ces murs, ces barbelés, pour pouvoir se sauver. Et heureusement qu'il y a des passeurs, parce que pendant la guerre, il y a des juifs qui ont échappé à la mort en utilisant les passeurs, qu'il y a des gens qui fuyaient le régime de Franco en passant les
Pyrénées avec des passeurs derrière. Donc les passeurs ont aussi leur utilité pour un certain nombre de passeurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le passage il est passé de 300 € à 10 000 € parce que à force de mettre des barrières et des barbelés, bah, c'est plus compliqué. Et donc les passeurs, c'est la surenchère sur les passeurs. Donc c'est vrai qu'il y a des passeurs et c'est tout. Il faut vivre en sachant derrière. Et d'ailleurs, il y a 10 jours maintenant, on a une petite qui était hébergée dans le gymnase qu'on avait ouvert à Grande-Sainte, qui a été tuée par des policiers belges en Belgique, à 150 km d'ici, de 2 ans. Et on en a très peu parlé chez nous. Et ça, moi, ça me. Quelqu'un qui disait, le photographe, là, disait il y a quelques instants, on s'habitue. Et c'est vrai qu'il y a une accoutumance à l'horreur. Le petit Elan sur le bord de la plage turque en septembre 2015 a ému tout le monde dans le monde. Vraiment, tout le monde, c'est là que c'est parti. En Allemagne, ils ont accueilli 1 million de personnes, etc. C'est de là qu'est parti cet élan-là. Là, il y a des milliers de morts en Méditerranée, il y a des gens qui meurent dans les Alpes, on retrouve des corps quand la neige fond, on retrouve le corps d'une femme dans un ruisseau, pareil dans les Alpes. Il y a cette petite de 2 ans qui se fait tuer parce qu'une course-poursuite avec des flics belges, elle prend une balle dans la tête, cette gamine, et ben, on s'accoutume et on ne fait plus attention à ça. Et ça, c'est quand même terrible, on s'habitue à l'horreur. Et là, il y a tout un travail aussi à faire derrière. Donc, je fais plein de digressions, mais c'est parce que je veux aussi qu'on parle des choses telles qu'elles sont réellement. Donc, il y avait des passeurs et on a continué à travailler comme ça. Et il n'y a pas eu d'appel d'air. Ils ne sont pas venus à 15 000 parce qu'on avait mis 2 tentes et des toilettes sèches. Et puis un minimum de dignité. On les amenait dans des douches pour qu'ils puissent se laver dans des douches de la ville. Jusqu'en 2015, ça a été royal. Et puis en 2015, là, ce sont les Syriens, parce que c'est le conflit syrien, qui a fait qu'ils sont arrivés en nombre sur la ville. Et donc, ils n'étaient plus 20, 30 ou 40, ils étaient 190 en un mois de temps. Ils sont passés de 40 à 190. Et puis le mois d'après, ils étaient 545. Et le mois d'après, c'était 800. Et le mois d'après, c'était 1800. Et le mois de décembre, ils étaient 2500. Et là, dès que le nombre était important, bien évidemment, j'appelle l'État, puisque c'est sa responsabilité, pour qu'il entreprenne quelque chose. Et puis je communique tout de suite avec ma population. Alors je ne fais pas de réunion publique. Parce que les réunions publiques, elles sont phagocytées par des fachos et des mecs qui monopolisent la parole et qui gueulent. Et donc les gens qui viennent chercher de l'information, ils voient un truc où les gens s'engueulent d'un côté comme de l'autre, ils ne savent pas qui croire. Donc moi, j'ai choisi de faire des lettres à la population. Et donc tous les mois, je faisais une lettre expliquant et donnant toutes les données à la population. Combien ils sont, d'où ils viennent, qui ils sont, ce que j'ai entrepris comme démarche auprès des ministères, etc., jusqu'au moment où, avec la rencontre avec Médecins sans frontières, on décide de construire ce camp, dire que ce camp, il a coûté 4 millions d'euros et que c'est un investissement extrêmement important pour la ville, et que, etc., Et on a pris cette explication-là, et finalement, les gens ont apprécié. Enfin, ils nous l'ont dit après, parce que maintenant, ils me demandent des lettres aussi pour d'autres sujets. Ils ont apprécié ce mode de communication, parce qu'il y a quand même une relation de confiance. L'élu, le maire, il a encore une confiance, je crois que c'est l'élu qui a encore le plus de confiance auprès des habitants. Et voilà, il y a eu cette relation de confiance. C'est aussi parce que on a fait ce qu'on disait. Enfin, moi, j'ai l'habitude de faire ce que je dis. Tous les ans, je suis élu sur un programme et tous les ans, je dis voilà ce qu'il y avait dans mon programme, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que je ne ferai peut-être pas, parce qu'il y a eu des empêchements, mais au moins, on a cette relation de confiance avec la population et sur le camp, on l'a fait. Et puis, après, les enfants du camp, ils venaient dans les écoles de la ville. Et que donc, il y a des liens qui se tissent entre les enfants et puis les parents d'élèves. Et puis, les musiciens, ils venaient dans l'école de musique et ils venaient participer au concert qu'on organise ici au Palais du Littoral. Et puis, quand il y avait la fête de la musique, les gens du camp venaient danser avec les gens pour faire la fête de la musique ici. Et donc, on essaie de casser ces passerelles, parce que c'est vrai ce qu'il a dit le photographe. Quand les gens viennent et rencontrent ces personnes, c'est des êtres humains, et donc il y a du lien qui se tisse à un moment donné. La rencontre, elle est toujours généreuse, elle apporte des choses, et donc les barrières tombent au moment où on entre en discussion avec la personne. Et donc il faut créer ces rencontres derrière. Donc la communication avec les habitants, je l'ai faite comme ça, et les habitants l'ont compris. Puis les habitants ont aussi ont beaucoup d'empathie envers les personnes, parce que les conditions de vie dans lesquelles ils étaient avant qu'on fasse le camp de la lumière, elles étaient abominables. Enfin, moi, je l'appelais le camp de la honte. Je disais à tout le monde que je ne mettrais pas mon chien à promener dans l'endroit où eux vivaient. C'était innommable. Et donc, la population, même si Grande-Sainte, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, à Grande-Sainte, on a 28% de chômage, on a 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, le salaire annuel moyen, c'est 10 000 €. Donc, c'est pas beaucoup, c'est des gens qui ont une grosse difficulté sociale. C'est souvent, vous les connaissez autant que moi, sont souvent ceux qui ont le cœur le plus gros, et sont ceux qui sont le plus solidaires et qui partagent le plus. Et donc voilà, je pense que dans cette population, il y a eu cet élan de solidarité avec cette population.
Je vais passer la parole parce qu'il y a quelque chose sur Croisy. Par rapport aux valeurs peut-être. Donc nous, tous ces événements ont fait qu'on a mis en avant beaucoup plus les valeurs des centres sociaux. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai dit que le centre était municipal. En fait, tous les soirs dans les manifs, les manifestants allaient menacer les conseillers municipaux un par un devant chez eux. C'est la majorité, bien sûr. Donc en tant que centre municipal, il fallait y adhérer, c'est une partie, et le dialogue est coupé. Donc ça reste délicat quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui, a priori, ne partagent pas les valeurs? Est-ce qu'elles ne les partagent pas par manque par ignorance, par manque de connaissance du sujet, parce qu'il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu d'éducation, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Par contre, là où je rejoins aussi, c'est que les plus virulents, c'était pas les chômeurs du coin, c'était les classes moyennes en fait. C'était des revenus assez conséquents et voilà, difficile de cerner le problème et de trouver des solutions parce qu'il est tellement vaste que, à part faire connaître et essayer d'expliquer les choses au niveau du centre social, le monde dit toujours c'est super ce que vous avez fait, mais en fait nous on n'a rien fait. Les réfugiés nous sont tombés dessus, on n'est pas allé à Calais militer ou essayer de les aider, on ne connaissait pas, on connaissait la jungle de Calais. C'était la même chose que nos habitants, c'est-à-dire des images souvent de violence, rien d'autre. Et on n'a pas choisi, on a juste été confronté à des gens qui, du jour au lendemain, ont changé de visage, qu'on pensait connaître, et qui en fait étaient différents de ce qu'on pensait. Ça s'est passé dans les familles aussi, il y a des familles qui se sont déchirées au moins au début, en tout cas sur la question. Donc c'est un sujet hyper délicat. Et tout à l'heure, on parlait, vous disiez, il n'y a pas de crise de migration. Et en fait, il y a une crise de la migration africaine, il y a une crise de la migration des musulmans. Et je pense que c'est là qu'est le plus gros du problème. Parfois, on dit dans les présentations, un exemple, s'il y a une centrale nucléaire qui pète en Belgique et qu'il faut accueillir 50 000 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais, on va les prendre sans aucun problème. Pourquoi on ne prend pas 500 ou 1000 gars qui viennent de Libye, du Soudan ou d'un autre pays? Et c'est pas que le choc des cultures, c'est une réticence qui est quand même vachement ancrée dans notre culture. On parlait aussi de la migration, enfin moi, vous avez vu donc que je me paye. C'est pas un nom d'ici, c'est un nom qui vient d'Ukraine. Mes grands-parents ont immigré, enfin les parents de mon père ont immigré dans les années 30. Ils ont couché dans l'étable, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Mon grand-père, je l'ai connu bien après, il parlait petit nègre, une expression qui doit plus être politiquement correcte. Et voilà, ils ont fermé leur gueule, mais leur chance, c'est qu'il y avait du boulot au moins. Nous, les gars, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot pour les Français, il n'y a pas de boulot pour eux, encore moins. Donc comment faire? Nous, leur intégration, on l'a amorcé, on a eu 1 an pour l'amorcer. Maintenant, ils sont dans des logements, ils ont quitté Croisy, la plupart sont sur Arras, sur Béthune et sur Lille. Mais n'empêche que les questions restent les mêmes. Et même eux sont confrontés au racisme tous les jours. Ils ne le disent pas par fierté, mais quand ils se lâchent, ils le disent. Justement, il y a quelques questions sur le sujet. Voilà, ceux qui étaient contre et très virulents au début, dans ton conseil d'administration, dans la population, etc. Et il y a des gens qui, du fait de l'action menée, de la présence des jeunes, ont bougé. Il y en a qu'on n'a toujours pas revu. Il y en a, oui, mais tu sais, finalement, je n'étais pas contre. Voilà, sûrement l'effet de masse qui fait qu'on se retrouve au milieu des manifs. Mais non, le fait que ça se passe bien, ça a joué beaucoup. Mais là, on s'aperçoit vraiment que ça reste très fragile et que c'est latent, qu'il y a une partie de population qui souhaite l'incident, qui l'attend pour régler ses comptes aussi. Peut-être pour Hassan et Mohamed, donc comment vous avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé, notamment à Croisy, dans cette ambiance un peu compliquée, où les gens criaient, etc. Comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bonjour à tous, merci pour te donner la chance de parler.
Euh, bonjour aussi à tous. Je parlais un petit peu pour la Calais, je suis venu à Poitiers. Quand je suis arrivé à Paris, je resté 3 jours sur Chapelle. J'ai connu les gens de parler portugais. Il y a beaucoup d'associations pour aider les réfugiés, pour les papiers aussi. Euh, je suis, je suis allé à Calais. Quand je suis arrivé à Calais, je trouvais mon sort fille. Euh, il y a longtemps que je n'ai pas vu, il y a 5 ans, j'étais surprise. Euh, je rencontrerai, comme toi venu ici à Europe, à Calais, elle dit, je suis venu depuis 3 mois ici, mais je reste longtemps à Libye, après je suis venu ici. Je demande comment vous êtes resté ici à Calais, il y a parfois le temps c'est pas normal comme Afrique, comme ça. Je dis, il y a beaucoup d'associations pour les minorités, aussi pour les papiers, mais il y a un bus tous les mardis pour ramener les réfugiés. Euh, mais le problème, c'est pour les papiers. Nous restons ici à Calais pour faire les papiers. Après, nous portons notre vie comme ça. Les réfugiés, ils ont resté pour se faire les papiers. Euh, j'ai décidé pour rester là-bas, pour comment faire le papier, tout ça. En octobre, je suis allé à Poitiers. J'ai attendu pour il y a la station à Poitiers comme ça. Mais quand nous arrivons, il y a le premier jour, c'est un peu difficile. Nous ne sortons pas. Euh, la semaine prochaine, il y a le semaine prochaine, la situation était normale. C'était qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus. Ils ont discuté avec nous. Ils ont commencé avec nous comment faire la cour française. Tous les jours, il y a beaucoup de monde qui sont venus pour faire l'intégration avec nous. Mais c'était bien. La situation était très bien. Parce que tous les jours, vous rencontrerez une autre personne, de nouveaux visages, de te parler, de faire la course française. Le passé, passons le temps à quoi très bien, jusque nous faisons notre papier, nous accepter pour le désir, accepter les papiers. Après, il y a une autre partie, aller à Arras. Mais vraiment, à Calais, c'était difficile pour nous. Parce qu'il y a juste, nous restons ensemble, il n'y a pas d'intégration à notre genre, juste réfugiés. Mais il n'y a pas
quelque chose doit être fait comme ton futur, tu fais quoi? Je ne connais pas, tu fais quoi exactement? Mais quand nous venons à Lille, nous trouvons le chemin comment tu fais votre, euh, votre futur pour les langues, pour les travail comme ça. Et nous trouvons comme c'est changé, la vie c'est changé. Merci. C'est ta bonne question, un peu comment tu as vécu ton arrivée en France et à Croisy, avec ce qui se passait autour avec les autres habitants. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mohamed. J'ai 36 ans. J'ai dit ma âge parce que je parle un peu français. Mon nouveau maintenant, c'est ADO. J'ai obtenu le certificat ADO, l'élève de deuxième. Malheureusement, malheureusement, je suis un peu vieille pour apprendre la langue française très vite. Pour la question, c'est quand j'ai été à Cali, il y a une idée, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens, ils pensaient, nous réfléchissions pour partir en Angleterre. Ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de réfugiés. Le reste à Cali, parce qu'il y a beaucoup de raisons. La première chose, c'est à Cali, il y a beaucoup de solutions pour trouver un retour, pour habiter, pour le vêtement. Quand on commence, quand nous arrivons à France, c'est difficile pour trouver ça. C'est pas facile. Aussi, il y a une grande communauté soudanais pour nous à Calais, parce que nous, c'est beaucoup Soudanais là-bas. Pour commencer, ça, c'est important. Après, quand j'ai décidé de partir à Roissy, ça c'est bien, c'est vrai. Tout ma vie, elle a changé à Roissy. Avec bénévole, merci. J'ai fait beaucoup d'intégration avec bénévole. Maintenant, je parle un peu français. Je suis très content, c'est vrai. Je trouve un travail avec l'organisation Reste de Cœur. J'ai commencé à lundi prochain. Merci. Maintenant, toute la bien. Merci le bénévole, la première chose. Merci toute la France. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes, Damien, Karen, autour de quelqu'un réseau comme le nôtre peut faire, et après on a une petite question sur la politique de la ville. Oui, moi je pense qu'il faut parler, il faut faire savoir, il faut organiser des échanges. Je vous dis, moi je participe beaucoup à des choses en France et il y a beaucoup d'organismes qui interviennent comme ça. Vous pouvez demander à Médecins du Monde, à Médecins sans frontières, à la CIMAD, à Réseau Éducation sans frontières, à plein de ces organisations qui travaillent autour des réfugiés, de venir en parler. Et c'est des débats, moi je suis toujours surpris, mais partout où je vais, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui viennent pour écouter et qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire nous. À chaque fois, c'est la réaction qu'il y a dans la salle. Et donc, je pense que c'est important que ça existe. Et au-delà des médias, parce qu'encore une fois, les médias nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner comme éclairage, et que donc, quand vous mettez sur la scène des gens qui connaissent les choses au quotidien parce qu'ils travaillent, qui font partie d'autres organisations derrière. Je vous parlais tout à l'heure de Migre Europe, par exemple, parce qu'ils font un excellent travail d'analyse à l'échelle européenne, ou la CIMAD, qui font des éditions de petits bouquins aussi sur les idées reçues autour des migrations, des choses comme ça, qui sont des vrais outils de communication et d'éducation populaire, parce qu'ils donnent les informations, et il faut faire vivre ça. Je pense que
c'est vraiment là qu'il faut se positionner et qu'il faut continuer, multiplier, parce que une loi comme asile-immigration, bah, ça va encore rendre les choses plus difficiles, ça va encore attiser un regard suspicieux sur les migrants, etc. Donc voilà, il faut faire le contrebalancier de tout ce qu'on entend aujourd'hui, et vous pouvez le faire. Vous touchez les habitants, vous êtes au cœur des quartiers, et donc vous savez bien comment faire, et donc il faut démythifier tout ça. Sur la politique de la ville. Rapidement, il y a une question, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, sur la politique de la ville. Est-ce un pansement qui évite une opération à cœur ouvert? Il y a 1 minute pour y répondre. Est-ce un pansement qui évite une... Mais non, les problèmes ils sont bien plus profonds. La politique de la ville. Moi, mon problème ici, on me dit, alors, j'ai 64% de logements sociaux. Donc, j'ai même plus le droit, je démolis, par exemple, dans les observations en rue, mais j'ai même plus le droit de reconstruire sur ma commune. L'aberration, j'ai un autre bailleur qui dit, bah, mon habitat il est pourri, même sans être en rue. Je voudrais bien reconstruire au moins des premiers logements pour pouvoir faire déménager les gens et puis démolir là où ils habitent pour reconstruire, etc. Mais ils n'ont même pas le droit de reconstruire à Grande-Synthe. Donc c'est les Parisiens dans les ministères qui pondent des trucs pareils, ce qui est complètement fou. Mais mon problème, c'est qu'il n'y a plus d'emploi chez moi. 28% de chômage, et parce qu'on a des sites industriels tout autour, et qu'il y a une désindustrialisation en France, et que les sites ferment les uns après les autres, et que depuis des années et des années, on a un nombre de chômeurs qui augmente sur l'agglomération. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est là-dessus qu'on aiderait d'abord, c'est de donner un revenu. Et c'est pour ça que j'ai demandé que la ville de Grande-Synthe soit expérimente le revenu de base en janvier dernier. Donc on a un chercheur là qu'on a embauché à la ville qui va nous aider à travailler sur comment le faire, essayer d'être expérimental ici à Grande-Synthe. Mais c'est une vieille histoire, puisque à Grande-Synthe a été créé au début des années 80 le minimum social garanti. Déjà une politique sociale qui a été mise en œuvre à l'époque, qui faisait en sorte que les gens, ils n'avaient plus besoin d'aller, ça n'existait pas encore, mais au Resto du Cœur ou des choses comme ça, parce qu'on leur assurait un revenu de base ici à Grande-Synthe, un revenu minimum. C'était pas 1 000 €, hein, mais au moins les gens avaient de quoi se nourrir et vivre dignement et de payer leurs factures. Donc voilà, c'est refaire un peu 30 ans après quelque chose qui y ressemble. Donc la politique de la ville, elle est que sur un certain nombre de champs. Elle ne traite pas le problème économique et le problème de l'emploi. Il y a un vrai souci. Et Macron a dit qu'il allait compter sur les entreprises, les 120 plus grosses entreprises pour embaucher les gens des quartiers. Moi, je vais lui envoyer les CV de tous les jeunes de la ville qui cherchent un boulot à l'Élysée. Je vais aller les porter, et on est en train de regarder avec certains maires si on n'allait pas lui apporter directement les CV de ces jeunes qui vont attendre l'emploi des 120, parce que dans les 120, j'en ai 3 ou 4 qui sont ici, EDF avec la centrale nucléaire, Rio Tinto Alcan qui fait de l'aluminium, ou ArcelorMittal qui font partie des 120 plus gros groupes qu'on a en France. Ils n'embauchent pas. Non, ils débauchent. Donc c'est un vrai souci. Donc je ne sais pas quelle est la solution. Et les habitants, puisque c'était la question, comment les habitants sont pris en compte dans la politique de la ville, et ce qu'on disait tout à l'heure, ça manquait dans la dimension, dans le rapport Borloo, la dimension habitant. C'est vrai qu'elle n'était pas, peut-être qu'il n'y avait pas un chapitre sur la dimension habitant, mais pour moi elle est transversale, la participation citoyenne et comment on intègre les habitants. On ne peut pas mener un projet de rénovation urbaine sans les habitants. On ne peut pas, les contrats aidés qui ont disparu chez nous, c'est quoi les contrats aidés? C'était dans les associations qui s'occupaient généralement des habitants. Vraiment tous les champs qui sont abordés dans les différents plans de la politique de la ville sont, l'habitant est là, alors sauf qu'il y a des maires qui, voilà, la remarque c'était, oui mais tous les maires n'ont pas compris ça, tous les maires ne le font pas. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent alors. Moi j'ai peut-être la prétention de dire qu'ici la politique de la ville, elle a changé l'image de la ville. D'ailleurs j'ai eu droit hier à 2 pages dans Libération sur le maire a réussi à changer l'image de la ville. Et c'est assez extraordinaire, parce que c'est ça notre première difficulté à nous, c'est de lutter contre la ghettoisation et la stigmatisation de nos communes. Et si on n'amène pas les gens, si on ne fait pas quelque chose pour changer l'image de notre ville, jamais je pourrai avoir de la mixité sociale dans ma commune. Parce que quand le riche, lui, on ne l'empêche pas de faire sa maison, d'aller la construire là où il a envie. Le pauvre, il ne peut pas habiter là où il veut. Parce que maintenant, là où il y a trop de logement social, on va lui demander d'aller habiter ailleurs. Donc on fait le tri par les pauvres, mais pas par les riches.
Donc, enfin, voilà, la mixité, on l'obtient en changeant l'image de la ville. Et ça, c'est extrêmement important. Et la politique de la ville m'a permis, en grande partie, parce qu'elle m'a apporté des moyens, parce qu'elle a permis à la vie associative d'être présente, parce qu'en prévention, on a bien travaillé avec un certain nombre d'associations, avec des acteurs du champ social, à mailler le territoire pour éviter qu'on ait ces phénomènes de délinquance, parce que les moyens qu'on avait nous permettent d'avoir des salles ici où on fait de la diffusion culturelle, où les gens peuvent venir, où les gens créent, participent à la vie. Voilà. Et tout ça fait que, alors c'est fragile, c'est aussi fragile qu'un centre d'accueil à Croisy. Ça peut basculer du jour au lendemain. On est sur quelque chose de très. Mais au moins, dans la ville, il y a aussi, les habitants vivent dignement. Je n'ai pas de coupure d'énergie, je n'ai pas des gens expulsés, j'ai pas, voilà, ça on y veille avec le plus grand soin. Et la politique de la ville ne résout pas tout, mais elle contribue à faire en sorte que les gens puissent vivre dignement malgré la difficulté sociale. Voilà, on va devoir conclure parce que dans quelques minutes, on a un laboratoire et on va par moment très longtemps. Martine va conclure, hein, peut-être également qu'il y a les bénévoles de l'enfant qui sont là, les jeunes sont là, Rémi est là également, il y a le bouquin qui est là-bas, si vous voulez encore un peu échanger, encore quelques minutes, je pense que M. Carrel nous permettra qu'on reste encore ouvert dans quelques minutes. Rémi qui est dans l'hôtel Tour de. Ouais. On fait une dernière présentation du livre à rue Minguel le samedi 16 juin à 15h. C'est la dernière fois qu'on vient échanger avec les habitants. C'est au Beaubar, grand chemin de l'église. On espère pour nous. N'hésitez pas parce qu'on là on prend le temps, si vous êtes dans le secteur, on prend le temps d'échanger avec les gens, d'expliquer tout leur parcours et puis de se dire plein de choses. Donc n'hésitez pas si vous pouvez venir. Ok, merci. Bien, alors merci à vous, merci de Michael. C'est la grosse participation dans la tête pour les jours qui viennent. Et puis maintenant, je passe la parole à Juliette qui va vous donner les consignes pour demain. C'est beaucoup à faire.